Donc on va commencer par un état des lieux à date. Donc le MEDEF national avec les alumni de Centrale Supélec ont lancé une étude au Doxa pour voir l'état des lieux de l'IA dans les entreprises aujourd'hui, avec un parallèle les salariés entre guillemets classiques et les alumni de Centrale Supélec, donc ils sont un peu plus aguerris normalement au sujet. Et donc vous allez voir différents chiffres, c'est pour pouvoir un peu placer les éléments, et après il y aura des cas pratiques. Donc l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, et les sondages, c'est vous-même, dites-nous si l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans votre entreprise et si vous l'utilisez vous-même. Donc il y a 52% où a déjà utilisé, en gros 74% des alumni déclarent que l'IA est déjà utilisée dans leur entreprise. Si on prend au sens large les salariés dans les entreprises, c'est 34% des salariés, pas 34, qui déclarent que l'IA est déjà utilisée dans leur entreprise. Donc on voit qu'il y a un écart entre, alors les alumni c'est plutôt une jeune génération, et Supélec, ils sont plutôt des techos, quoi. Et après, quelles raisons principales ont incité quel métier à adopter l'IA? Productivité, innovation, aux mains de la R&D, de l'informatique et des opérations. La question, à ceux qui utilisent l'intelligence artificielle professionnellement, selon vous, quelles sont les raisons principales qui ont incité votre entreprise à adopter l'intelligence artificielle? Il y avait 3 réponses possibles. Donc toujours à gauche, les alumni, c'est l'augmentation de la... Donc là, c'est en général l'augmentation de la productivité, 68%, 53% développement et innovation, 28% réduction des coûts, et après on descend, pour amélioration de la décision aussi. Et recherche et développement à 50%, technologie de l'information à 44%, production et opération 39%. On voit quand même qu'au sein des entreprises aujourd'hui, c'est sur des utilisations pratico-pratiques, pas forcément pour faire des photos ou pour faire des textes. Il y a vraiment une augmentation de la productivité et dans la technique. Menace ou opportunité, l'éternelle question. Donc citation Malcolm X, la connaissance est la lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Bon, c'est l'IA qui l'a sorti. Pour vous, le développement de l'intelligence artificielle est-il plutôt une opportunité ou une menace? Les alumni, 77% une opportunité. Les salariés au sens large, 61% une menace. Donc on voit bien, au fur et à mesure, on verra, c'est peut-être de la formation, la connaissance et l'usage ou l'utilisation qui fait qu'on appréhende plus ou moins différemment l'IA, avec tous les points que Romain a mis en avant sur la donnée et la cybersécurité. Principaux freins au développement de l'IA dans les entreprises. Quels sont les principaux freins au développement de l'intelligence artificielle dans l'entreprise? Toujours 3 réponses possibles. Manque de compétences ou de personnel qualifié, 39%. 34% le manque de rigueur sur l'utilisation de la donnée. Bon, on s'est tous amusés avec ChatGPT, et en fonction de la question qu'on posait, du prompt, on n'avait pas tous les mêmes réponses. L'accès aux bases de données pertinentes pour l'entreprise, 30%. Est-ce que ce sont des données internes? Est-ce que c'est sur le web où il va chercher? Dans tous les cas, comme il a été dit, il y aura toujours une réponse. Et incertitude sur la rentabilité des investissements. Bon, quand on regarde les prix en général sur l'IA, bon, on peut trouver des gourous de l'IA un peu partout qui peuvent faire des prix un peu délirants. Mais si on regarde de manière pratico-pratique, ce ne sont pas des prix énormes. Principaux leviers pour le développement de l'IA dans les entreprises. Quels sont selon vous les principaux leviers pour le développement dans l'entreprise? 60% des orientations claires et concrètes sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Donc les principaux leviers, c'est quand c'est clair, l'investissement dans les bons outils. Il faut avoir, en fonction du fonctionnement de son entreprise, il faut la bonne IA, le bon outil. Formation à l'usage, bien entendu, du dirigeant, mais des salariés aussi. Et après, attirer les talents capables de développer l'intelligence artificielle. 31%, culture de l'entreprise, bon après ça évolue. Diriez-vous que le développement de l'intelligence artificielle est une opportunité ou une menace pour différents points, et toujours un parallèle alumni et salariés? Donc, opportunité pour les alumni sur la productivité à 91%. Création d'entreprise ou lancement de projet à 88%. La santé, 85%. Les entreprises françaises, 75%. Éducation, l'emploi. En fait, plusieurs points où on est au-dessus de 50% sur l'égalité des chances. Et si on regarde pour les salariés,
Ben, la santé, 66%. La productivité, on passe de 91 à 61. Pour la création d'entreprises, 88 à 58. Et protection de l'environnement, qui les alumni, c'est à 40%. 49% pour les salariés. Et si on regarde les blocs en bas, souveraineté du pays, 61%, c'est une menace. Démocratie pour les alumni, toujours, c'est une menace à 70%. Véracité de l'information, 83%. C'est vrai, comme ce qui a été dit, suivant comment on pose la question, que ça va chercher, on a une réponse. Est-ce que c'est la bonne? Il faut vérifier. Propriété intellectuelle, ah ben ça... Bon, après, c'est aussi, Romain, c'est aussi sur Microsoft Office. Hein. Ça va tout aux États-Unis. Hein. Voilà. Et l'utilisation des données personnelles, 84%, une menace. Et pour les salariés, souveraineté 68%, là on voit qu'il y a une résonance entre les alumni et les salariés au sens classique. Donc, comme il a été dit, il y a des risques avec l'IA. Type d'IA utilisé dans les entreprises. Donc ceux qui l'utilisent professionnellement, 38%, ce sont une IA préexistante sur le marché, donc étagère. 11% une IA spécifiquement développée pour l'entreprise et 45% un mix. Donc il y en a quand même 11% parmi les entreprises et les personnes sondées qui ont une IA dédiée spécifique à leur entreprise. Quels outils d'intelligence artificielle sont utilisés dans votre entreprise ou votre organisme? Donc, création, production de contenu, écrit, graphique, audiovisuel, 53%. Bon, c'est là où tous on s'est amusé avec ça. Aide au diagnostic et à la décision, analyse de données, prédiction, 45%. Dans la maintenance prédictive ou autre. Automatisation des processus, 35%. 33% capitalisation des connaissances et autres données, numériser, consolider les données. 29% aide à la clientèle, expérience utilisateur, chatbot, de plus en plus. Reconnaissance des images, reconnaissance faciale, objet à 28%. Gestion documentaire, 26%. Reconnaissance des sons et des langages, 25%. La recherche, 23%. Et après, détection des fraudes ou risques cyber, 17%. Et l'enseignement, 7%, ça commence. Mais on verra tout à l'heure que ça va monter. Alors, enseignement, il y a l'enseignement professionnel, et il y a l'éducation nationale. Donc, autre, 6%. Perception de l'IA, avantages et risques dans l'entreprise. Là, c'est êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec chacune des affirmations suivantes. Pour les alumni, l'IA est un outil incontournable qu'il faudra maîtriser, 91%. Sur les salariés, on n'est qu'à 80%. Améliore la qualité des emplois, pour les alumni, 69%, salariés 66%, là c'est un peu plus proche. Permet un meilleur accès à tous aux informations, 69-73, développe les compétences des salariés, 65-66, facilite les modes d'apprentissage, 64%, les salariés, 72%, crée des nouveaux emplois, 57 et 61, et après, constitue un risque important pour la sécurité des données, les alumni, c'est 65, et les salariés, 76, et remplace ou supprime des emplois, pour les alumni, c'est 53%, et pour les salariés au sens large, c'est 67%. Donc on voit que suivant les thèmes et les sujets, il y a un écart entre les alumni de Centrale et les salariés au sens large. Voilà, donc là c'était un peu pour placer les chiffres, et comme ça vous pouvez vous-même vous dire où est-ce que vous vous situez, vous dans votre entreprise, sur ces sujets-là. Et là maintenant on va vous montrer différents cas pratiques qui ont déjà été éprouvés, lancés. Et comme ça, ça vous permettra de voir que vous soyez dans l'industrie, dans les services, comment vous pouvez vous approprier l'IA. Si jamais après vous avez des questions au moment du cocktail, vous pourrez aller voir les professionnels qui ont développé ces sujets pour un peu voir comment ils ont fait, qu'est-ce qui existe. Donc on va commencer par un industriel donc on vient un peu au-dessus de Châtellerault. De Châtellerault, qui a intégré dans son process l'intelligence artificielle. Donc Oscar Linares, je suis venu pour vous parler donc, de Skinpack. Donc Skinpack, on fait de l'ordonnancement industriel pour le monde aéronautique, et je vais vous parler notamment de ce qu'on a pu faire, enfin un cas d'usage qu'on a pu faire sur les moteurs d'avion. Donc Skinpack, c'est une société que j'ai créée en 2017, on est à Châtellerault, on compte 16 collaborateurs, on a dédié 15% de notre chiffre d'affaires à la R&D, on a 2 brevets, un logiciel, une trentaine de clients, et on a quasiment la parité avec 40% de femmes dans le domaine industriel, ce qui n'est pas facile à tenir.
Alors, la solution Skinpack. Alors là, je vais vous parler du moteur LEAP, donc, qui est le best-seller en ce moment dans l'aviation. On fait de l'ordonnancement, donc on réalise des kits à empreinte, un petit peu comme les chirurgiens. On vient compter en fait les pièces, on a des mousses qui arrivent avec les empreintes de pièces à la bonne dimension des pièces, de manière à suivre un protocole de montage ou de démontage. Les problématiques qu'on a, c'est qu'on est sur des données qui sont très sensibles et qui sont difficiles à acquérir, des bases de données 3D qui sont incomplètes chez les clients, et un besoin de produire une solution dans un temps très court. Donc ce que nous a mis en place le client, alors pour les données d'entrée à gauche, on a eu à disposition le moteur physique avec environ à peu près... alors le moteur est composé de 60 000 pièces, mais on a 3 000 pièces différentes. On nous a donné les outils physiques, donc là à peu près 1200, et tout ce qui est toute la base documentaire de maintenance. Donc là on parle de gros catalogues qui sont plus gros que des encyclopédies. Et l'objectif c'est donc de développer des standards industriels, c'est-à-dire les supports physiques pour les pièces et outillages, et qui suivent le protocole de démontage du moteur et du remontage, en suivant des séquences de travail. Donc on part en fait d'une donnée qui est éparse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire, c'est une règle un petit peu partout, c'est que les données sont toujours incomplètes. Ça c'est à peu près, systématique, et les gros faiseurs comme des Safran ou GE passent pas à travers. Donc l'objectif c'était de partir d'une donnée éparse et obtenir une bibliothèque numérique qui soit rangée et organisée. Donc pour les aspects 3D, on a mis en place une solution de scan des pièces qui récupère que la peau extérieure, donc sur lequel on n'obtient pas la 3D initiale du constructeur. On n'obtient pas les données de plan avec les tolérances, les matériaux, etc. Et on s'est mis donc à scanner en fait les pièces de ce moteur. Donc à peu près, avec des solutions comme ça, on a scanné à peu près une centaine de pièces par jour. Là on voit ça à sa vitesse réelle. C'est extrêmement rapide. Donc on a constitué comme ça la totalité de la bibliothèque des pièces et des outillages. Ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle l'assistant technique numérique. Donc on est parti de ce qu'on appelle l'engine shop manuel. Donc c'est le regroupement en fait de toutes les gammes de montage et démontage de maintenance. Et les choses étant bien faites, on a d'un côté des gammes de montage qui font appel à des plans, qui font appel à des figures qui ont des numéros, qui font appel à d'autres plans. Et on s'est retrouvé à voir quelque chose qui est très compliqué à régler. Donc on a un document de tâches et un document de pièces. Donc il a fallu qu'on développe un outil qui nous soit propre, basé sur de l'IA et notamment un réseau de neurones convolutifs. L'idée c'est de pouvoir regrouper, d'aller chercher à la fois dans des images des numérotations qui font appel à d'autres documents, et donc de pouvoir en écrire une gamme de montage simplifiée. Donc on est parti de différentes données d'entrée, donc des listings de pièces Excel, des outillages et des gammes de montage en PDF. On a mis tout ça dans un modèle d'IA qu'on a entraîné afin de nous en ressortir les données nécessaires. Alors là-dedans il a fallu donc pouvoir analyser et expliquer à l'IA qu'est-ce qu'était un repère fonctionnel, qu'est-ce qu'était une référence de pièce, qu'est-ce qui était un code de gamme, etc. De manière à pouvoir récupérer, synthétiser tout cet ordonnancement. Voilà. Donc nous, ça nous a permis en fait de synthétiser rapidement et de prendre la connaissance d'un moteur, on va dire assez facilement, en nous donnant simplement une liste de choses à faire dans un certain ordre. Et on a conçu la totalité des plateaux de kitting pour démonter un moteur complet de A à Z. Donc là on voit l'opération de conception, d'usinage et voilà, la livraison des différents kits avec derrière des kits outillages qu'on peut voir. Voilà. Donc les retombées du projet, c'est qu'aujourd'hui on est pris pour le leader en fait sur ce domaine-là. On a développé un catalogue standard avec à peu près 800 produits standards.
On est référencé chez les 2 plus grands du secteur avec Safran et LG. On est en cours de référencement sur 10 nouveaux acteurs. On a en gros aujourd'hui un développement sur 10 pays et une hausse de CA prévue pour l'année prochaine de 60%. Donc voilà, donc on a vraiment mis en place une standardisation, une stratégie auprès de Safran et de GE. Voilà, donc en gros aujourd'hui, tout ça, ça nous a amené à produire en fait un jumeau numérique. Donc on reproduit les usines, on va faire tout ce qui est agencement mobilier. On intègre les produits et ensuite on intègre les flux. Voilà. Et donc on est capable de savoir, pour chaque séquence, pour chaque pouce, quand elle arrive là, on est à telle opération de montage. Et sachant que dans le monde de la maintenance, chaque monteur suit un séquenceur particulier. Alors après, il y a énormément de gains qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'on amène en fait les pièces pour le moment du montage ou du démontage et les outils en fonction de qu'on stocke sur les surfaces, ce qui permet de produire énormément plus avec beaucoup moins de mètres carrés. Voilà, donc là on voit un petit peu le genre de pièces qu'on peut faire en kitting et en tout outillage. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. Merci. Bonjour tout le monde, du coup moi je m'appelle Adrien, je suis ici pour représenter une société qui s'appelle Augmenti. Il y avait une petite typo mais c'est pas très grave, c'est Augmenti avec un E et pas avec un A, mais bon c'est pas très grave. Et contrairement à mes collègues, je vais essayer de vous montrer les choses un peu en live pour que vous puissiez vous rendre compte tout de suite de ce à quoi ça ressemble. On va faire un petit pas de côté par rapport au sujet pur qui est lié à l'IA. L'IA du coup ça fonctionne parce qu'on a de la data et la data c'est un sujet qui est de plus en plus important. Maintenant, on a tous la volonté d'être maître de nos datas, puisqu'on sait tous les enjeux de cybersécurité et même de souveraineté qui sont liés à tout ça. Et on va chercher à la représenter de la meilleure manière. Donc, typiquement, Oscar présentait tout à l'heure un jumeau numérique en 3 dimensions pour voir l'état d'avancement des moteurs. C'était vachement intéressant. On a pris un parti qui est un peu différent par rapport à tout ça, et c'est ce que je vais vous montrer, c'est que notre expertise à nous, Augmenti, c'est vraiment tout ce qui va être les technologies immersives. Quand je vous montre un casque comme ça, vous pensez à la réalité virtuelle, ça fait quand même maintenant un petit moment que ça existe. On met un casque, on est plongé dans un univers en 360. Typiquement, par exemple, le jumeau numérique d'Oscar, on pourrait se balader dedans et tout ça. Mais depuis quelques années, on a une technologie qui s'est beaucoup développée et qui est maintenant assez mature. Oui, c'est juste mon ordinateur. Hop. Qui est assez mature, qui est la réalité mixte et qui nous permet en fait de mélanger la vue réelle et le virtuel. Et donc de plus être dans cette espèce de côté hyper isolant de la réalité virtuelle comme on avait pendant des années, qui est des fois très pratique, hein. Des fois on a envie d'être en immersion complète, j'imagine pour certaines formations par exemple, où on va avoir tout le contexte 3D et tout ça autour de soi, mais il y a plein d'usages, que ce soit des usages métiers, des usages de maintenance, des usages de consultation des datas, où on n'a pas forcément besoin d'avoir ce côté hyper enfermé. Donc le matériel que j'ai là, moi c'est un MetaQuest 3, donc c'est pas le matériel qui est très cher, je suis pas vendeur de matériel non plus, il y a plein de types de matériel possibles. Ce que je vais vous montrer, c'est juste comment est-ce qu'on peut justement visualiser toutes les données qu'on est en train de construire et tous les process qu'on est en train de construire et d'automatiser, comment est-ce qu'on peut les visualiser, les ancrer dans le monde réel, pour peut-être que ça soit un petit peu plus pertinent pour les gens qui ont affaire à eux tous les jours, et quelque part utiliser mieux ces données-là derrière. Donc, je vais mettre mon casque, mais je continue à vous voir, donc ne faites pas de grimace. On se voit aussi du coup. Oui, vous allez voir. Je le desserre un petit peu. Voilà. Attendez, j'ai juste mes cheveux qui... Voilà, hop. Donc là, vous voyez comme moi, c'est-à-dire vous. Attendez. Juste mes cheveux, voilà. On n'a pas ce problème, Nicolas. Je sais toujours pas quoi faire. Si des gens après veulent me parler, pas du tout de ça, mais de la coupe qu'il faudrait que je fasse, ça m'intéresse parce que je suis toujours pas hyper au clair avec moi-même. Et du coup, je vais... Hop. Et donc, ça c'est un outil qu'on utilise nous avec, vous connaissez peut-être Polyvia, qui est le syndicat de la plasturgie, et qui fait énormément de formations voilà, pour des étudiants, pour utiliser les machines comme la presse à injecter du plastique par exemple.
Donc ce qu'ils nous ont demandé, c'est qu'eux, ils avaient déjà des modules, justement, comme je vous disais tout à l'heure, en réalité virtuelle, qui étaient complètement isolants pour les élèves, et c'était pas super pratique, parce que quand on est dans une salle de classe, et qu'on a besoin de s'adresser aux élèves pour leur montrer des éléments ou pour interagir avec eux, c'est quand même pas top. Et pour autant, aller sur site et aller manipuler les machines, c'est pas forcément le truc le plus recommandé tout de suite. Mieux vaut avoir un petit peu de simulation avant. Donc je vais vous montrer en parcours guidé. Alors je vais en placer un ici. Hop. Donc là j'ai mon modèle de presse à injecter, je peux le prendre, je peux le manipuler, j'ai pas besoin d'avoir une manette dans les mains, enfin bref, vous voyez ce qui se passe devant moi. Et l'idée c'est que je vais ensuite avoir accès à des modules de cours en fait, tout simplement, que je vais pouvoir consulter directement en cliquant dessus. Donc par exemple le groupe de fermeture, qui est un des éléments importants de la presse à injecter. Hop, je vais le prendre avec moi. Et là il est peut-être un peu petit, donc si je veux je peux le grandir, je peux le rétrécir. Si je veux, je peux aussi demander au programme à l'avoir en taille 1.1. Donc oui, je sais, c'est très gros. C'est pas grave, ça m'intéresse. On va le mettre là. Désolé monsieur. Donc, l'idée, pour vous la faire simple, c'est que là, j'ai juste le modèle 3D qui s'anime devant moi. Bon, la plus-value n'est pas forcément super forte, mais à partir du moment où je lance les explications et je permets en fait de placer les explications où je le souhaite pour pouvoir avancer dans le module et faire ma présentation à mes élèves, ça me permet de leur montrer en temps réel dans l'espace les différentes interactions liées au module, avec des moments où il y a en surbrillance, là par exemple je parle du bras. Ah oui. Hop. C'est bon. Là par exemple je parle du bras mécanique, du bras d'acier qui soutient l'outillage, et du coup je peux le voir en temps réel qui s'anime avec une surbrillance. Et ainsi de suite, voir tous les éléments importants du module. Ça par exemple c'est une formation qui nous a été commandée par Polyvia, qui est en cours de livraison, où l'idée ça va être aussi de représenter les simulations du plastique lorsqu'on le fait passer de l'état de granule à l'état visqueux, pour pouvoir ensuite lui donner la forme qu'on souhaite, justement dans ce type de bloc, où on vient placer le moule au bout du bloc. Voilà, hop, et le remettre là. Et donc, je peux le replacer, et là continuer à en discuter avec mes élèves. Donc j'aurais bien aimé vous montrer la première démo, parce que je pense que c'est celle qui est le plus en lien avec les sujets liés à l'IA, etc. C'est qu'on va arriver très vite à un stade où on a beaucoup de data. Nous, je sais que c'est la problématique qu'on a eue par exemple avec Boineau, où ils ont énormément de data qui remontent de leur machine, puisqu'ils ont très bien fait le travail de récupération des données industrielles liées à toutes les machines qu'ils ont. Et ce qu'ils ont aujourd'hui, ça va être une interface web qui est accessible depuis n'importe où, mais qui est centralisée quelque part, et qui leur permet de consulter les datas en dépliant des pages et des pages. Et on a quand même un peu l'impression, en tout cas c'était un ressenti qui était partagé avec eux, qu'en ancrant ces données-là dans l'espace et en ayant la possibilité de se balader sur site, et en pouvant voir en temps réel tout ce qui se passe sur site, on arrive quand même à avoir une pertinence des données et une mémorisation des données qu'on voit qui est plus grande. Voilà un petit peu pour le casque. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter, mais je suis ouvert aux questions. Oui. Parce que je voulais savoir, donc Maxence de Merlet, moi je suis au MEDEF national sur le numérique, donc en fait c'est vous qui avez développé, parce que je vois que vos modèles ils se développent sur Unity, ça veut dire que vous avez développé un programme pour pouvoir intégrer les données dans l'espace par rapport à la commande de votre client. C'est-à-dire que votre client, voilà, il a des alambics ou il a des machines. Il a dit voilà, moi j'ai fait le travail de recensement des données, mais maintenant je veux que vous les intégriez à un module en réalité mixte. Et donc ça c'est vous qui avez fait le... Exactement. Alors il y a plusieurs étapes, c'est exactement ça, il y a plusieurs couches, c'est-à-dire que nous ce qu'on donne à disposition de nos clients, ça va être un back-office pour leur permettre de dire, par exemple de brancher déjà l'accès aux data qu'ils ont récupérées, donc, et ensuite pour pouvoir dire j'ai X machines et je voudrais par exemple que ces 10 casques-là ils aient accès à telles informations, à tel niveau d'information, ces 10 autres casques à tel autre niveau d'information, parce qu'après, sans rentrer dans le détail, on a forcément des problématiques de droit, d'accès à certaines datas et tout ça. Donc l'idée c'est d'avoir un niveau de sécurité qui est identique à ce qu'on aurait sur un back-office web, en fait où on peut voir les données comme ça, mais avec une flotte de casques qui est déployée. Et de la même manière, quand au tout début vous m'avez vu ancrer des machines virtuelles un peu partout, ces données-là, elles sont mémorisées dans le casque, mais elles sont ensuite déployables sur toute une flotte.
ou partiellement. On peut dire qu'on veut la déployer que sur certains casques. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses que nous, on a développées. Là où notre savoir-faire s'arrête, c'est sur la récupération des données en tant que telle, vraiment juste la donnée brute, qui est généralement fait par des partenaires. Nous, on a un partenaire parisien qui s'appelle Smart Building et qui fait ça très bien. Voilà, cette récupération. Parce que c'est souvent là où ça pêche aussi dans l'entreprise. Il y a les deux niveaux, ouais. On s'est rendu compte de deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui font tout ce travail de récupération des données, mais qui n'arrivent pas en fait après à bien les utiliser, quoi, à bien les exploiter. Et il y en a qui n'ont même pas encore accès vraiment aux données, soit parce que les automates sont un peu vieillissants et donc du coup ne sont pas connectés, et à ce moment-là il faut brancher des antennes un peu custom sur le truc, soit tout simplement parce qu'ils n'ont jamais mis en place ces travaux-là. Mais a priori c'est quelque chose qui va changer puisque de plus en plus la loi incite à avoir une agrégation des données sur les sites industriels, donc globalement à un moment donné tout le monde aura accès à ces données, il faudra juste réussir à les mettre en scène entre guillemets de la bonne manière. Est-ce que vous êtes sur la voie potentiellement de donner la possibilité aussi, à partir de ces données, de prendre des décisions automatisées? C'est-à-dire que là, avec un outil d'IA, de dire bah, si telle machine surchauffe, automatiquement l'IA va le détecter et va, par exemple, réduire la chaleur, réduire le rythme ou... Alors tout à fait. Alors notre partenaire, du coup, sur la récupération des datas, propose aussi un service d'analyse en temps réel sur ces datas-là, justement, pour faire de la prise de décision. Mais après, c'est quelque chose qu'il faut un peu caper, quoi, parce qu'il y a des prises de décision qui ne sont pas forcément voulues. C'est pour ça que notre solution, elle était assez complémentaire et qu'on a travaillé ensemble. C'est que si sur site, je suis responsable de maintenance, je peux me balader et voir là où il y a des warnings, voir là où il y a des choses, je peux voir la décision que l'IA me propose de prendre et la prendre manuellement. C'est cette espèce de contrôle humain qu'on essaye de rajouter par le biais d'une interface qui soit un peu plus humaine aussi qu'un truc où en fait finalement la personne n'est même plus amenée à circuler sur le site, ce qui peut poser aussi d'autres soucis, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou tout est bon pour vous? Moi j'en ai une dernière, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Comment est-ce que les salariés, eux, ils réagissent quand on leur dit que vous allez vous balader avec un casque sur la tête? Au début, mais pas que les salariés, hein. N'importe qui. Il y a une telle image de côté isolant et puis surtout, les technos n'étaient pas super prêtes au départ, donc ça rendait un peu les gens malades. Les gens ont peur de porter un casque. Là où je sais que ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que les gens mettent le casque, ils oublient très vite qu'ils en ont un, puisqu'ils voient le monde réel, déjà, ils ne perdent pas leurs repères, ils peuvent se balader. Et évidemment qu'on n'en est pas encore à l'état où je demanderais aux gens de le porter 24 heures sur 24, et même sur une journée de 8 heures, ça fait long. On a plein de solutions hein, par rapport, on peut plugger une batterie à l'arrière. Voilà, cet arceau-là, c'est un truc qui est pas mal parce qu'on peut relever le casque, donc on est quand même sur un dispositif qui est assez sécurisant. Mais aujourd'hui, nous, on propose surtout les questions de maintenance. On a des demandes clients par des sites industriels pour des outils métiers. Par exemple, des outils liés à la peinture, pour pouvoir avoir, encore une fois, ce système d'encre qui va permettre de dire où peindre, de quelle manière, sans avoir à ramener du matériel physique qui va être soit coûteux, soit jeté par la suite, et donc du coup, il y a des problèmes environnementaux. Enfin bref, il y a énormément de problématiques avec le matériel physique dont on peut se passer avec le virtuel. Mais tout est question de combien de temps on va porter le casque. Moi, aujourd'hui, je pense que 1 heure, 1 heure et demie, il n'y a pas de problème. 8 heures, c'est long. Voilà. Pas de souci. Merci à vous pour vos questions. Et puis, bonjour à tous. Enchanté, du coup Arthur Leméro, moi je suis cofondateur d'une agence de marketing digital à Nord dans les Deux-Sèvres. Mon associé Xavier Marzec est là-bas. On a une quinzaine de collaborateurs. Tu peux parler un peu plus fort? On a une quinzaine de collaborateurs et nous on accompagne nos clients dans la visibilité sur Internet, Instagram, YouTube, les réseaux sociaux, Google, etc. Et on a vu le virage de l'intelligence artificielle arriver comme tout le monde le 22 décembre, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans, très récent. Et moi j'ai un background en fait en informatique, en data science, et du coup on a très vite commencé à adopter l'IA. Dans le cadre d'une agence de prestation de services, hein, tout simplement. Et on a commencé, comme tout le monde, j'imagine, à utiliser ChatGPT. Je voulais juste faire un petit sondage. Alors, je ne vais pas demander de lever la main si vous avez utilisé ChatGPT, parce que je pense que tout le monde va lever la main. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà utilisé Claude? Ok. Ceux qui ont déjà utilisé ou fait un custom GPT? Ok. Et en dernier, ceux qui ont déjà fait une synthétisation de voix ou une intelligence artificielle pour de la voix. Ok, plus que les custom. Ok, intéressant. Du coup, rapidement sur comment on l'a utilisé. Comme tout le monde, au début, ChatGPT, c'était vraiment j'ouvre ChatGPT, je pose des questions, c'était la version 3.5.
on sert du LLM, puis on a commencé à avoir des modèles plus intelligents, GPT-4o, maintenant Claude est meilleur que, j'ai pas la zapette, bon on va pas avoir beaucoup, mais là il y a les benchmarks, on a O1 qui est un modèle d'OpenAI, donc les LLM entre Claude qui est Amazon, ChatGPT qui est Microsoft, Gemini qui est Google, et on a Mistral ici tout en bas, mais qui est quand même en haut des benches, qui est la boîte française, et on a Llama qui est open source. Donc ça c'est le benchmark, on va dire, d'intelligence des différents LLM. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que déjà le marché en 2 ans, tous les GAFAM se sont équipés, on commence à avoir des solutions open source qui sont vraiment pas très loin dans les benchmarks, et donc par rapport à ce qu'on s'est dit en intro, moi ça fait 1 an que je fais beaucoup de conférences sur l'IA, et le sujet principal c'est la fuite de données et l'entraînement des modèles d'apprentissage. Aujourd'hui, on est ici dans les benchmarks, à 53 versus 66 pour le meilleur, pour un modèle qu'on peut exécuter complètement en local, sécurisé avec les données de l'entreprise qui partent nulle part. Donc le premier message / apprentissage que nous on a eu avec Anode, c'est ok, les LLM open source sans fuite de données ont 6 mois, 1 an de retard en termes de qualité sur les modèles payants et propriétaires, et ces derniers, tous les 6 mois à 12 mois, on a une évolution majeure en termes de pertinence. C'est le premier point. Et donc pour la sécurité, ça va largement s'améliorer. Ensuite, le deuxième problème que je vois dans les confs, les entreprises, etc., on a juste les 11% des boîtes qui l'utilisent hors les alumni et qui le déploient. Et ben, c'est qu'il faut se connecter, ouvrir un onglet, aller dans ChatGPT, poser la question. Je vous ai demandé qui a déjà fait un custom GPT. C'est une fonctionnalité qui a plus d'1 an maintenant, qui permet à n'importe qui paye 20 € par mois de prendre le modèle ChatGPT, de lui donner sa propre base de connaissances, 2-3 notions de sécurité et de fuite de données, on est bien d'accord, et que le modèle, au lieu de chercher sur sa base de connaissances sur Internet, il travaille que sur vos données. Donc si vous avez beaucoup de documentation dans votre boîte sur des machines, des produits, des services, vous le mettez dans le Custom GPT, vous donnez juste des PDF, et pouf, il répond plus que là-dessus. Et vous pouvez faire un chatbot pour de la formation, pour des collabs, des choses que vous verrez après. Mais ça reste encore de l'utilisation large language model où je dois me connecter et moi faire le travail. Et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on a l'émergence des ALM, je vais mal le dire, mais les Action Language Model. Il y a Claude qui a sorti quelque chose il y a 3 semaines. Et en gros, c'est un peu nul pour l'instant, mais en temps réel, le LLM prend une capture d'écran de votre ordi et vous lui dites je veux acheter des billets d'avion pour partir en Corse la semaine prochaine. Il fait une capture d'écran, il voit le logo Google Chrome et il dit il faudrait aller sur Google Chrome. Il prend la souris, il clique, ça ouvre Chrome, il refait une capture d'écran, il dit ok, il faudrait chercher un site d'avion, etc. Et donc ça consomme 10 € de token et 25 minutes pour aller acheter votre billet d'avion. Mais on commence à avoir des LLM qui font des actions. Okay, ce que je vais vous montrer, c'est... Alors, le site sur lequel on est s'appelle N8N. C'est un outil d'automatisation de workflow qui est accessible à partir de 10 € par mois. Okay, on peut l'héberger en local dans son entreprise. Et ils ont sorti quelque chose qui s'appelle les Personal Assistants, les AI Agents, où on peut en gros modéliser sans savoir coder un assistant, donc moi j'ai fait le mien. Je lui donne un modèle et je peux donner OpenAI, Claude, Llama, un modèle open source, Mistral, tous les modèles sont là. Donc en fonction du degré de sécurité, fuite de données, etc. qu'on veut, on a le choix. On peut lui donner une mémoire pour qu'il se rappelle de tout ce qu'on s'est dit, ce qui est pratique sur ChatGPT de ne pas avoir à se représenter à chaque fois et tout raconter sur sa boîte. Et on peut lui donner des tools, donc c'est des talents, je vais mal le dire. Donc cet assistant personnel, il est connecté à ma boîte mail. N8N est connecté à peu près tous les outils métiers du marché. Et sinon, vous pouvez le connecter avec les API de n'importe quel outil. Mais il y a déjà Google, Microsoft, tout le monde. Il a la capacité d'envoyer des mails pour moi. Il accède à mon agenda pro et il est capable de booker des meetings avec des gens pour moi. Ici, je lui ai mis une contact database, c'est une Google Sheets dans laquelle j'ai mis juste le nom de mes associés, de mes collaborateurs, etc. avec leurs emails. Et donc il est capable d'aller chercher dans sa base de connaissances ces infos. Et on verra après, mais Perplexity, c'est une IA. Quelqu'un a déjà utilisé Perplexity? Oh ok, non, c'est déjà connu plus que les autres. Ok. C'est le nouveau Google, schématiquement. Donc c'est un LLM qui est connecté à Internet.
c'est le nouveau Google, vous faites une recherche, il vous donne la réponse. Alors, vous n'avez pas à cliquer sur les liens sponsorisés de Google, vous avez directement les résultats. Donc, il est connecté à Perplexity, donc là mon agent il est capable d'aller chercher n'importe quelle information sur Internet. Et le dernier point on va voir après. Du coup, comme Internet est peut-être pas au max, j'avais prévu une vidéo pour vous montrer au cas où en backup. Alors, ça c'est Telegram. Donc, j'ai juste mis ce robot accessible sur Telegram. Pardon, j'aurais dû vous montrer ça. Moi, je décide que c'est plus simple que quand j'envoie un message à mon assistant sur Telegram, ça le déclenche. Mais ici, j'aurais pu mettre WhatsApp, SMS, email, n'importe quoi. Il y a des connecteurs natifs dans N8N pour ça. Et donc, mon agent, quand je lui envoie un Telegram, ici, je lui écris que demain, j'ai un rendez-vous avec une société qui s'appelle Detective Box, société de jeux de société hyper sympa, bref, c'est bientôt Noël, et donc qui vient de lever 2,5 millions. Donc moi, j'aimerais beaucoup qu'on les ait en client à l'agence. Et donc demain, j'ai rendez-vous, enfin la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec Detective Box pour préparer mon rendez-vous commercial. J'aurais besoin que mon assistant me donne plein d'infos sur ce que cette société vend, c'est qui les fondateurs, etc. etc. Et j'aimerais aussi que ça génère une stratégie de mots-clés, donc d'achat de mots-clés sur Google Ads, qui est une des compétences principales qu'on a à l'agence. Et le quatrième outil que je ne vous ai pas montré, on a remodélisé un agent qui respecte tous les processus de recherche, de référencement naturel et payant du marché quand on dit le nom d'une boîte, et qui va chercher tous les mots-clés tapés par des internautes sur Google, et automatiquement nous livrer un plan de mots-clés à acheter, et vous allez voir qu'il le livre dans un format qui est sympa en plus de ça. Donc, j'envoie mon message en Telegram, hop, et on va voir que, on voit en temps réel, c'est assez sympa, il réfléchit, ok, il active la recherche sur Perplexity, là il travaille sur la recherche de mots-clés, il réfléchit, ah ok c'est bon, il m'envoie une réponse texte, je fais une pause à cet endroit-là, bon là je voulais juste que mon agent fasse une démo cool, à la fois on peut répondre en texte, mais on a aussi implémenté la feature que ça nous réponde en audio, donc ça nous envoie un vocal, on a le choix entre faire du texte ou du vocal comme on veut. Et donc ça me dit, ok, Detective Box, c'est une boîte qui fait du jeu et du divertissement spécialisé dans les jeux de déduction, elle conçoit et commercialise des jeux fantastiques et d'aventure, leur plus grosse activité c'est ça, la dirigeante c'est Émilie Bernier-O'Donnell, et la stratégie de mots-clés, elle est accessible ici, il met un petit lien. Quand je l'ouvre, ça m'a automatiquement généré une spreadsheet Google. Ce format-là, en fait, il est importable dans un compte publicitaire Google Ads, c'est un format que j'avais préétabli, qui fait que dans le compte publicitaire, les campagnes sont déjà paramétrées avec ce que l'agent IA a fait. On ne le met pas direct dans Google Ads pour ajouter quand même 2-3 validations humaines sur le chemin, donc on va vérifier. Mais il n'y a eu aucune intervention humaine, et tout ça, c'est des mots-clés, avec des choses qui sont assez variées. Je coupe l'aventure, qui n'est pas le truc le plus évident pour un escape game, mais il va aller chercher plein d'idées, et c'est là où les prompts vont être importants à travailler. Hop, donc il nous génère tout ça. Je vous montre qu'il nous génère tout ça. Ok. Ensuite, je lui dis ok cool, maintenant envoie un email à mon associé Xavier qui contient toutes les infos que tu viens d'avoir et book-nous un rendez-vous vendredi pour qu'on prépare ce rendez-vous commercial. Il bosse, il est allé chercher dans la contact database, il a envoyé un email, un calendrier, et puis là juste il me dit bah ouais j'ai bien travaillé, j'ai fini. Voilà. Ok c'est bon, j'ai envoyé l'événement, on clique, ça nous ouvre mon agenda, dans lequel j'ai l'avant-vente Detective Box avec Xavier et il a bien trouvé son email professionnel et il l'a ajouté automatiquement. Hop. Et dans mes mails envoyés, ça a bien envoyé, bon, il faudra mettre un peu de mise en forme, on n'a pas encore été au bout de ça mais peu importe, avec en pièce jointe la stratégie de mots-clés directement accessible, etc. Et donc, on a gagné 20 secondes de watching là-dessus. Hop. Ce que je veux vous montrer rapidement, c'est que, donc ça, développer ces agents, aujourd'hui, c'est ce qui, d'après beaucoup d'investisseurs, Y Combinator, etc., qui ont beaucoup financé tout l'élan des startups des 10 dernières années, il y a des boîtes qui vont sortir des verticales LLM, donc le meilleur LLM pour la médecine, pour la génération de musique, de vidéos, d'images, etc., qui seront des boîtes qui valent 1 trilliard, puisque maintenant les échelles n'ont plus de sens. Et le deuxième cas, c'est les Action Language Models, donc les assistants qu'on va déployer dans les entreprises qui vont prendre action avec, si besoin, de la validation humaine. On peut mettre des breakpoints avec de la validation d'un humain à chaque étape.
Et ce qui est fantastique, c'est que des outils comme N8N ou Make ou autres peuvent permettre aujourd'hui, sur une journée, on fait à peu près, si on fait 200 utilisations de ce modèle, on va dépenser à peu près entre 2 et 3 euros. Ce qu'on paye à la consommation, on utilise par API les modèles, donc ça coûte 2 à 3 euros d'avoir 200 préparations de rendez-vous commerciaux en utilisant les modèles payants en premium. Et donc, voilà, nous, ce qu'on est en train de faire justement, c'est de créer ces agents. Et donc, on a des cas avec des entreprises de chasseurs de tête pour automatiser tout leur process. Ok, recrutement un DAF à Toulouse, on va piocher dans la CVT, on organise des meetings avec tout le monde. On utilise d'autres IA pour faire de la prise de notes sur tous les rendez-vous. Puis on rebascule sur un autre agent qui prend le compte-rendu de la visio, qui prend la lettre de mission pour le DAF, et qui commence à rédiger les notes de synthèse pour le recrutement, etc. etc. En fait, on peut customiser et créer des agents sur mesure pour les entreprises, avec toujours l'option, est-ce que vous le voulez en local ou est-ce que vous le voulez en ligne? L'option en ligne, ça fait que c'est que des coûts variables. Le local amène son lot de hardware en physique, mais qui est encore accessible. Et pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, les premiers agents qu'on a développés pour 10 000 euros, quelque chose comme ça, on commence à avoir des agents qui répondent à 95% d'une tâche. Alors pas très compliqué, mais d'un vrai workflow où on génère une stratégie de marketing pour une boîte ou autre. Et les coûts variables entre les licences et les tokens vont rarement dépasser les 300, 400, 500 euros par mois pour un usage hyper important pour une entreprise. Et donc on commence à déployer ça pour automatiser des process de boîte, que ce soit de la com interne, de la formation, on en parle beaucoup, ou carrément des stratégies de marketing, etc. etc. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. J'ai peut-être si. Tu peux le dire à l'oral, tu peux passer ta commande à l'oral aussi. Ah oui, ouais. On va voir si Internet tient. Alors, si ça marche pas bien, à mon avis, si jamais le prestataire est dans la salle, demain c'est bien. J'ai rendez-vous avec la société Detective Box. Est-ce que tu peux me faire un petit récapitulatif de ce que vend cette société et de qui est le ou la dirigeante? On va le lancer. Est-ce qu'il y a Internet? Oui, ok. Et donc là, il voit que c'était une voice file. Il utilise l'API d'OpenAI pour le transformer en audio. Il réfléchit, ok. Il active que Perplexity parce que là, il doit aller faire une recherche sur cette boîte. Il réfléchit, il réfléchit. Oh, ça va, l'Internet tient. Ok, c'est bon. Vous avez vu quand même la qualité. Hein, là, il se dit qu'il a fini la tâche. Du coup, il ne m'a pas encore envoyé l'audio. Ah, ça y est, il m'a envoyé l'audio. Du coup, c'est vraiment instantané. Enfin, l'ensemble du process, vous avez vu, en temps réel, a pris très peu de temps. Et donc, je retrouve bien un brief qui n'est pas exactement le même, d'ailleurs. La fondatrice est CEO, nanana, plus de 3000% de croissance en quelques mois. C'est vraiment une belle boîte, bref. Donc ça, c'est l'exemple d'un agent qu'on fait. Et pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que ça, en fait, c'est d'autres agents qu'on imbrique dans l'agent. Et juste pour vous montrer rapidement le backstage, en fait, l'assistant principal, il a un prompt, d'accord? On dit, bah ok, t'es le personal assistant. Alors bon, les prompts, j'ai mis en anglais parce que c'est plus pratique, mais il pourrait être en français ou quoi, ça changerait rien. Et on lui dit, voilà, tu vas nous aider pour des emails, des calendriers, des recherches sur Internet, etc. À chaque fois que on te demande de trouver un contact, tu utiliseras le tool contact. À chaque fois qu'on te demande d'écrire un mail ou de faire un récapitulatif ou autre, tu utiliseras l'outil email. Donc c'est vraiment comme si on briefait un humain à qui on donne un ensemble de compétences, très visuel. Et donc une fois que ça c'est développé, ce qui est assez cool, on a eu le cas avec une boîte d'agronomes, c'est que ils m'ont totalement dépossédé de ça. En fait, très vite ça devient ok, c'est bon, dégagez, laissez-nous jouer avec les prompts, l'améliorer, etc. Bon, quand il faut plugger des nouvelles API, des outils CRM, etc., on nous rappelle, mais en fait le prompt est très facilement retravaillable, même par quelqu'un qui n'a pas de compétences en code. Et après, on peut juste tester avec Telegram ou avec WhatsApp ou autre. On relance, on voit si le résultat est meilleur. Non, on change le prompt, on save, on relance. Et voilà. Donc voilà l'émergence de notre point de vue de ce qui va commencer à permettre aussi de déployer dans les entreprises des agents IA spécialisés. Et je trouvais ça un peu court pour le temps qu'on avait aujourd'hui, mais il y a un tool que je ne vous ai pas montré qui est le Pinecone Vector Store. Et en gros, on peut donner à cet assistant une base de connaissances dans laquelle on met 50 bouquins, 18 fichiers Excel,
32 PDF, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc on pourra avoir un assistant qui est très privé, qui est en local, qui a les données cœur de la boîte, et puis un assistant au-dessus qui l'appelle, mais ça reste, et lui il doit renvoyer que des données anonymisées. Et puis l'agent par contre lui il est capable d'aller sur internet, de faire toutes les infos classiques qui sont accessibles à tout le monde. Donc on a vraiment cette notion de pouvoir faire des briques et de digérer les workflows spécifiques des boîtes, les process des boîtes, etc. etc. Ce qui est le cas pour nous, le fichier Excel qu'il a généré avec les mots-clés, c'est ce que nous on fait depuis 4 mois en entreprise, mais qu'on venait juste d'adopter pour les collaborateurs. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Oui. C'est tout pareil que Make. C'est tout pareil. Deux différences. On peut l'héberger en local, donc vraiment pour la partie safety, etc., etc. Il faut passer, il n'y a pas d'option pour Make pour le mettre au sein d'une entreprise. Et le deuxième, c'est que Make facture chaque action. N8N facture un workflow, action illimitée. Donc nous on est très consommateurs à l'agence, et donc on a des makes de 150 actions qui font 1 million de trucs, et ça nous coûte, ça commence à nous coûter cher. Xavier peut en témoigner. On a commencé par Zapier, on a migré vers Make, et on va migrer vers N8N. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'on peut faire du code là-dedans. Si on veut faire du JavaScript, du Python, dans Make on peut, mais il faut utiliser l'API externe, c'est hyper nul, voilà, c'est long. Enfin, je devrais pas dire ça, mais c'est un peu ce que je pense. Et, alors que dans N8N, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Dans N8N, on peut tout exécuter. Et comme maintenant avec les IA, si vous devez générer, je sais pas moi, vous avez des fichiers Excel sur lesquels vous devez faire des opérations très complexes. Vous mettez dans le chat GPT, ou avec des données anonymisées, sécurisées évidemment, tout ça, et vous lui dites génère-moi un code Python qui fait exactement tout ce que vous avez envie de faire, ça va vous le générer en 6 minutes. Vous prenez ce code, vous le mettez là, vous le donnez comme compétence à l'assistant, c'est bon. Maintenant il exécutera ce bout de code pour n'importe quel Excel qui rentre de la même manière. C'est vraiment ça la logique. Vous pouvez, N8N, c'est écrit comment? Je ne le connaissais pas du coup. N8N, c'est vraiment... ils ne sont pas trop embêtés, c'est N8N. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'ai juste une remarque. Non mais c'est extrêmement pertinent comme présentation. Et alors on a fait un petit travail avec un think tank que peut-être vous connaissez qui s'appelle le Digital New Deal. Et ça s'appelle IA, s'unir ou subir. Donc on a fait, parce que en référence avec votre première slide où il y avait beaucoup de pays du drapeau américain, il y a quand même beaucoup de solutions qui apparaissent aussi qui sont compétitives pour la France. Mais l'idée c'est surtout de dire aux entreprises que, c'est exactement ce que vous avez démontré, c'est qu'il n'y a que de richesse que de données et les leurs. Et que l'idée c'est que le LLM, bon, j'allais dire c'est déjà développé. En revanche les large action models et les assistants, c'est encore aux entreprises de les développer, et elles vont les développer pour elles-mêmes ou les développer pour un secteur. Et donc, comme vous avez dit, effectivement, le secteur de la santé, etc. Et c'est là où je pense qu'on a beaucoup d'intérêt à développer des choses vraiment pour nous, en sauvegardant nos données, parce que sous l'ère Google, on leur a donné beaucoup de données, et on n'a pas récupéré grand-chose. Tandis que là, on peut renverser un peu la table, en reprenant un peu le pouvoir, parce que les données qui ont vraiment de la valeur, elles sont chez nous. Donc voilà, c'était juste le petit commentaire. Et c'est pour ça que N8N est la clé pour ça. Ouais. Et c'est le seul outil no-code pour faire ça. Après, on peut faire plein de trucs en local avec du dev, de la maintenance, etc. Mais ce qu'amène un outil comme N8N, c'est que vous attaquez un workflow, vous le faites, etc. C'est hébergé, ça marche, ça fonctionne. S'il y a une alerte, tout est géré automatiquement. Tout le système de monitoring, bon, si je me lance là-dedans, ça va être long, mais il est au curseur. Il reste 1 minute. Il me reste 1 minute, on est large. Ici, si je mets toutes les exécutions, on voit chaque appel, on voit ce qui s'est passé à l'instant. Pour le Perplexity, on va voir l'agent qui vient d'être appelé, qui a fait la recherche. Je vois la donnée d'entrée. Ah ok, ça a commencé avec Detective Box Company Proffering and CEO. Ok, qu'est-ce qu'il a fait l'agent? Il a pris ça en entrée, en sortie il a sorti ça. Je peux tout débugger. Tout ce système-là, quand on monte une stack technique, quand on monte une startup, un SaaS, un logiciel, etc., c'est monstrueux, vraiment. Enfin, bref. Aujourd'hui, on peut commencer en no-code avec des licences à 200 € par mois. Alors, il faut voir comment ça coûte, on-premise, etc., selon vos politiques et tout, mais ça reste extrêmement accessible. Et c'est là-dessus, en fait, que nous, on voit l'adoption vraiment arriver quand on fait ces agents-là, puisque
on commence non plus à dire aux collaborateurs utiliser le LLM en allant chercher sur un chat.openai et faut tout redire, etc. Non, on a des pré-modèles de prompts qui vous aident pour vos missions, qui augmentent soit la productivité, soit le niveau de ce qu'on délivre dans le temps imparti. Et on met tout ça en place en projet de 2 mois, 3 mois chrono en main. Et après ça tourne, et on se fait juste un atelier tous les mois pour se dire « Ah tiens, c'est dommage si ça avait fait juste ci ou juste ça ». On adapte le prompt, on change 3 bouts de l'outil, et puis on fait évoluer comme ça des briques d'intégration d'IA dans la boîte. Voilà. 1 minute, je suis à peu près bien dans le temps. Hop. Bon, mais vous pourrez après échanger avec lui au moment du cocktail, puisqu'il pourra un peu expliquer ce qu'ils font, comment ils peuvent accompagner. Et en fait, là, je vais vous montrer quelque chose qu'on a fait en interne. Alors on va descendre de niveau technique, hein, par contre. On revient sur Terre. Là, donc, c'est nous en interne, l'équipe, suite à une présentation qu'il avait fait à l'UMM de Sèvres, où tout ça n'existait pas encore. Hein, c'était avant. L'UMM, c'était quand? C'était avant l'été. Non, c'était en septembre. Ouais, c'était en septembre. C'était il y a 2 mois. Donc, tout ça n'existait pas. Voilà, tout ça n'existait pas il y a 2 mois, mais vous montrer comment on pouvait développer des outils pour former un intérimaire vient dans une usine, il doit utiliser une machine, et il y a tout un kit, un guide pour le guider, pour l'utilisation de la machine. Et on pouvait après basculer soit un tuto papier, soit en vidéo. Donc en fait, on s'est dit donc avec les juristes et l'équipe à faire un tuto juridique en 3 minutes 20, 3 minutes 30 suite à leur présentation sur CSE moins de 50. Donc on va vous montrer le rendu et vous allez voir qu'on peut croire que je suis un expert juridique et c'est le cas. Parler d'un sujet crucial pour les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique ou CSE. Vous avez peut-être entendu parler du CSE sans vraiment savoir ce que c'est ni comment il fonctionne. Pas d'inquiétude. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les missions, le fonctionnement et les moyens du CSE et comment vous, employeurs et dirigeants, pouvez vous conformer à ces obligations. Qu'est-ce que le CSE et quand doit-on le mettre en place? Le CSE est une instance représentative du personnel qui doit être mise en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Sa composition varie en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, il est constitué de représentants élus du personnel et présidé par l'employeur ou son représentant. Le rôle du CSE est de porter les réclamations des salariés relatives au salaire, à l'application du Code du travail et aux conventions collectives. Il assure aussi des missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés se réunit au moins 1 fois par mois. Ces réunions sont un moment privilégié pour échanger sur les préoccupations des salariés. On ne va pas faire jusqu'au bout, parce soulever les questions liées à la sécurité et à la santé au travail et discuter des demandes spécifiques. Lors de ces... Donc en fait, cette vidéo, on a fait un prompt sur ChatGPT 4.0 en circuit fermé. Donc on lui a mis l'article de loi, l'analyse de nos juristes, et on a fabriqué un prompt pour lui demander de nous faire un PowerPoint de formation sur cette thématique, de nous fabriquer un script vidéo qui prend tout ce qui a été mis dedans en fonction de l'article de loi et des textes et des supports des juristes. Et on est allé sur une autre IA, donc j'ai commencé avec... c'est ce que tu avais dit au début, mais j'étais Synthesia, mais trop technique pour moi, donc j'ai arrêté ça. Je suis allé sur Agent, une IA Agent, et où là, Abel et Arthur m'ont filmé pendant 2 minutes. J'ai parlé de politique pendant 2 minutes. J'ai pas du tout parlé de ça. En fonction du script vidéo et des 2 minutes de film, ça a fabriqué ce tuto juridique de 3 minutes 20. On a réglé un peu les voix et autres. Mais en fait, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un grand expert technique en IA pour pouvoir le faire. Parce que ça, j'ai pu le faire tout seul. Donc, alors il fallait me filmer, puis après les réglages de débit de voix
et les séquences, c'est l'équipe qui l'a fait après. Mais en fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde pour pouvoir faire des supports. Alors il faut quand même contrôler ce qui sort dedans, mais on peut faire des supports soit en PowerPoint ou autre, des supports vidéo en partant. Et là, par contre, c'est pas sur Internet. C'est on lui demande en circuit fermé. J'ai mis 3 ou 4 pièces jointes et ça s'est basé sur les pièces jointes, le prompt, et ça m'a fabriqué le script et après ça a fabriqué la vidéo. Donc comme ça, maintenant, on va essayer de faire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, article de loi, on va faire un tuto vidéo pour pouvoir un décryptage de l'article de loi. Et je rebondis sur un mini truc là-dessus. J'avais pas eu le temps de... Ah oui, c'est ChatGPT 4.0, enfin, ça coûte 20 balles par mois. Toujours avec ta même image. Ah oui, avec les mêmes 2 minutes, tout à fait. Il y aura toujours la même chose. Toujours, alors, tu auras toujours le même pull en fait. Ça, comme le gars d'Apple. C'est la bonne strat. Et je voulais rebondir sur un truc justement par rapport à Agen. On entend encore les intonations de fin de phrase en voix française. Parce qu'on n'est pas privilégié en voix française. En termes de vitesse à laquelle ils nous font des trucs sympas, c'est d'abord les voix anglaises. Et comme pour les LLM, pour l'agent que je vous montrais, en fait il y a des grosses boîtes dopées à des milliards de dollars qui font évoluer les modèles et qui tous les 6 mois prennent un boost en compétences, en qualité, etc. Et donc ce qui est en train d'être fait là, dans 6 mois, ce sera juste meilleur parce que Agen est juste meilleur et l'intonation sera parfaite. Mais en attendant d'avoir digéré le process en interne, préparé notre capacité à faire, etc., bah on mise sur le fait que ces boîtes qui ont un petit peu de ressources, légèrement en ce moment, pour développer ça, elles vont s'améliorer. Et pour les agences, c'est pareil. Il y a des choses aujourd'hui que nos agences ne sont pas capables de faire sur les 20 derniers pourcents ou autres. Quand GPT-6 va sortir, il n'y aura plus trop de suspense. Et donc le fait, c'est aussi un truc, c'est un peu un pari sur l'avenir, que d'adopter ça et de se dire, ok, ben, quand le modèle sera capable de le faire, j'aurai rien à changer. Et c'est particulièrement vrai pour les voix françaises. On est encore un peu pauvre pour l'instant. Et bien entendu, je peux vous le dire en espagnol, en coréen et en autotraduction. Sans problème. Exactement. Donc voilà, un peu pour vous montrer rapidement comment dans les services commerciaux ou assistants personnels, vous pouvez utiliser l'IA. Et après, donc on va parler maintenant de la partie formation des équipes, parce que pour pouvoir utiliser l'IA et la faire fonctionner au sein de l'entreprise, il faut que les personnes soient capables, comprennent le fonctionnement et comment l'utiliser. Donc, nickel. Donc là, ce sont des formations qui sont développées à la Maison de la Formation, que vous pouvez déjà utiliser et lancer pour former vos équipes en interne. Vas-y, si tu veux pas. C'est celui-là. Bonsoir, donc comme disait Stéphane, on va redescendre un peu sur terre, c'est difficile de passer après les experts, mais on maîtrise quand même certaines choses. Au pôle formation, on propose 2 formats de formation, un format une demi-journée et un format sur une journée pour différents publics, et c'est un petit peu pour démystifier un petit peu l'IA. Donc le public, ça va de la direction, service ressources humaines, et après les salariés, pour savoir comment servir de l'intelligence artificielle, ce qu'on peut en faire. On a commencé à former cette année, un petit peu l'année dernière, tous les pôles formation de France, direction, assistant de direction, etc. Nos équipes aussi. Les équipes ici ont été formées. Donc c'est ce que-là, dirigeants, membres de comité de direction, direction des ressources humaines. Nous, on commence à l'utiliser beaucoup sur la partie commerciale, ressources humaines pour faire du recrutement avec les CV. Et on est en train de... Bon voilà, je laisse passer un peu le contenu. Et aujourd'hui, l'IA nous sert aussi en formation parce qu'on est capable à partir d'un plan 2D, de faire un programme de commande numérique, et on peut le faire aussi en tôlerie, en usinage. Donc ça, on commence à rentrer un peu là-dedans. Donc voilà, deux formules avec attestation. On fait des groupes, on fait de l'individuel, on peut le faire en vidéo, on peut le faire en présentiel. Ça, c'est le format une journée où voilà, on est plus sur
des gens de la production, RH, communication, commerce. Quand on veut créer du contenu, moi je m'en sers pour créer du contenu. Si je n'ai pas quelqu'un de la production au centre de formation pour répondre à un client, ça me permet de déjà préprogrammer un contenu et de le soumettre à la production pour avoir une offre commerciale. Voilà, c'était ça. Voilà, lever les angoisses, c'est surtout ça un petit peu. L'IA, c'est un peu comme la voiture électrique, hein. On se dit on a le temps, mais en fait il faut vite prendre le train en marche parce qu'après on est vite dépassé. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, c'est pour former tout profil de salariés sur 1 ou 2 jours à l'utilisation et l'appréhension de l'IA.